Un millionnaire est retiré de l'hôtel par une femme de ménage inconnue. Ce qu'elle lui montre change tout. Une vérité enfouie depuis des années est sur le point d'exploser au moment le moins attendu. La cathédrale Saint-Michel et Gudule n'avait jamais abrité un mariage aussi somptueux. Chaque colonne était drapée de tissus tombant en cascade de soie. Des fleurs importées parfumaient l'air d'arômes qui coûtaient plus que le salaire annuel de n'importe quelle personne ordinaire. Et les invités arboraient des bijoux qui scintillaient sous les énormes lustres en cristal. 500 personnes de la haute société occupaient les bancs, chuchotant entre elles sur la fortune de la mariée et la beauté du marié. À l'hôtel, Antoine Dubois attendait avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il avait cette apparence que les magazines appelaient la perfection. Des cheveux parfaitement coiffés, un costume confectionné en Europe, une posture qui témoignait d'années d'éducation privilégiée. À son âge, il était l'héritier de l'empire Dubois, une fortune bâtie dans l'immobilier et la technologie s'étendant sur plusieurs pays. À ses côtés, son père, M. Philippe Dubois, observait la cérémonie avec une expression de satisfaction absolue. Ce mariage avec la famille Delacroix signifiait pouvoir, connexion, expansion des affaires. C'était parfait dans tous les sens des affaires. La musique commença, les portes s'ouvrirent. Margot Delacroix apparut sur le seuil, radieuse dans une robe qui avait nécessité 6 mois de travail artisanal. Elle était belle, raffinée, exactement le genre d'épouse que la société attendait pour quelqu'un comme Antoine. Mais alors que tous les regards étaient fixés sur la mariée avançant dans l'allée, personne ne remarqua la femme qui entrait discrètement par une porte latérale. Élodie Mertens avait les mains gercées par des années de travail acharné. Son uniforme de nettoyage contrastait violemment avec la splendeur qui l'entourait. Elle avait travaillé toute la nuit à préparer la cathédrale pour cet événement, polissant chaque surface, s'assurant que tout brillait pour le mariage du siècle. Maintenant, techniquement, son travail était terminé. Elle aurait dû partir, mais elle ne le pouvait pas. Car Élodie savait quelque chose que personne d'autre dans cette cathédrale ne savait. Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait une enveloppe jaunie contre sa poitrine. Elle l'avait gardée pendant des années, attendant le bon moment. Et bien que chaque fibre de son être lui criait de s'en aller, de ne pas interférer, de ne pas se mêler d'affaires qui ne la concernaient pas, il y avait une voix plus forte en elle, la voix de quelqu'un qui n'était plus là pour parler pour elle-même. Margot arriva à l'autel. Le prêtre ouvrit son livre de cérémonie. Les paroles rituelles commencèrent à couler, des paroles qui s'étaient répétées des millions de fois lors de milliers de mariages. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes réunis ici en la présence de Dieu et de cette communauté. Élodie fit un pas en avant, puis un autre. Ses chaussures usées faisaient à peine un murmure contre le marbre, mais dans sa poitrine, son cœur battait comme un tambour de guerre. Une invitée la remarqua la première. « Que fait cette femme ici ?» chuchota-t-elle à son accompagnateur. « C'est du personnel de nettoyage », répondit un autre avec dédain. Elle est probablement restée pour regarder comme une touriste. Mais Élodie ne s'arrêta pas. Elle continua d'avancer dans l'allée latérale, ses yeux fixés sur Antoine. Le prêtre continuait. « Si quelqu'un connaît une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas s'unir par le mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. » C'était une phrase cérémoniale. Personne ne la prenait au sérieux. Ce n'était qu'une partie du rituel. Des mots vides prononcés par tradition. Élodie arriva au bord de l'allée centrale, respira profondément, et puis, d'une voix qui commença tremblante, mais qui grandit à chaque syllabe, elle parla. « J'ai une raison. » Le silence qui tomba sur la cathédrale fut si absolu qu'on pouvait entendre le clignement des bougies. 500 têtes se tournèrent à l'unisson, 500 pères dieux se fixèrent sur la femme en uniforme de nettoyage qui osait interrompre le mariage de l'année. Antoine se tourna lentement, la confusion peinte sur son visage. « Excusez-moi. » Margot laissa échapper un son d'indignation. « Qui est cette femme ? » ?»« Garde. » Mais avant que les agents de sécurité ne puissent bouger, Élodie parla à nouveau, cette fois d'une voix plus ferme, plus claire. « Mon nom est Élodie Mertens, et j'ai quelque chose qu'Antoine Dubois doit voir avant de commettre la plus grande erreur de sa vie. » Monsieur Philippe se leva de son siège, son visage rougissant de fureur. « C'est un outrage. Faites sortir cette femme immédiatement. » « Attendez. » Antoine leva une main pour les arrêter. Il y avait quelque chose dans les yeux d'Élodie, quelque chose qu'il reconnaissait, mais qu'il ne pouvait nommer. Une familiarité troublante. « Nous nous connaissons ?» Élodie sentit des larmes lui brûler les yeux, mais elle ne les laissa pas couler. « Non, tu ne me connais pas encore, mais tu as connu ma sœur. » Le monde d'Antoine s'arrêta. « Ta sœur ? Sophie Mertens. » Élodie prononça le nom comme une prière et une accusation en même temps.
La couleur quitta le visage d'Antoine. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son n'en sortit. Autour de lui, les murmures explosèrent comme une vague brisant contre les rochers. « Qui est Sophie Mertens ?» demanda quelqu'un. « Je n'ai jamais entendu ce nom, » répondit un autre. Mais Monsieur Philippe, lui, avait entendu ce nom, et la façon dont son expression passa de la fureur à quelque chose qui ressemblait dangereusement à la peur ne passa pas inaperçue pour certains observateurs attentifs. Élodie sortit l'enveloppe de son uniforme. Elle était usée par le temps, tachée au coin, mais le nom écrit sur le devant était parfaitement lisible. Pour Antoine Dubois de Sophie, avec tout mon cœur, ma sœur t'a aimé, continua Élodie. Sa voix se brisait maintenant, les larmes s'échappant enfin. Elle t'a aimé plus que tu n'aimeras jamais personne. Et toi, elle s'arrêta respirant profondément pour contrôler le tremblement dans sa voix. Toi, tu n'as jamais su ce qui lui était arrivé. Antoine fit un pas en avant, s'éloignant de l'hôtel de Margot, de la vie parfaite qui était censée commencer aujourd'hui. Sophie a disparu il y a des années. Je l'ai cherchée. Tu l'as cherchée? Élodie laissa échapper un rire à moitié sanglot. Combien de temps? 1 semaine, 2? Avant que ton père ne te persuade qu'il valait mieux l'oublier et continuer ta vie privilégiée. Ça suffit. Monsieur Philippe descendit de l'hôtel à pas qui résonnaient comme des sentences. Cette femme est clairement perturbée. Garde, retirez-la maintenant ou j'appelle la police. Appelez qui vous voulez. Élodie se planta fermement, bien qu'elle fût une tête plus petite que Monsieur Philippe et pesait la moitié. Mais avant qu'on ne m'emmène, Antoine va lire ce que son père n'a pas voulu qu'il voie il y a des années. Il va savoir la vérité sur pourquoi Sophie a disparu. Il va savoir sur la vie qu'elle portait dans son ventre quand ton père l'a menacée et l'a fait fuir. Le silence qui suivit fut différent du précédent. Ce n'était pas le choc ou la curiosité, c'était l'horreur absolue. Margot chancela, son bouquet de fleurs tombant au sol avec un bruit sourd. Antoine semblait avoir oublié comment respirer. « Quoi? Qu'as-tu dit? Ma sœur était enceinte de ton enfant ?» Élodie cria presque maintenant de douleur et de secret, se déversant dans chaque mot. « Et ton père l'a trouvée avant qu'elle ne puisse te le dire. Il lui a offert de l'argent. Quand elle a refusé, il l'a menacée. Il lui a dit qu'il détruirait sa vie, qu'il te détruirait, qu'il s'assurait qu'elle ne travaillerait plus jamais, que sa famille finirait dans la rue. » Tous les yeux se tournèrent vers Monsieur Philippe, qui était pâle, mais la mâchoire serrée. « C'est un mensonge absolu. Vraiment ?» Élodie tendit l'enveloppe à Antoine. « Alors, explique pourquoi ma sœur a écrit tout cela. Chaque conversation, chaque menace, chaque promesse brisée, tout est là avec des dates, des lieux, des témoins. » Antoine prit l'enveloppe avec des mains qu'il ne sentait pas siennes. Il l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des lettres. De nombreuses lettres écrites de la main familière de Sophie. Cette écriture qu'il avait vue dans des mots d'amour, dans des messages idiots, dans des promesses d'avenir. Il commença à lire la première et à chaque ligne, son monde s'effondrait. « Mon cher Antoine, » commençait-elle, « si tu lis ceci, cela signifie que quelque chose s'est terriblement mal passé. Cela signifie que je n'ai pas pu te le dire en personne. Je suis enceinte. Nous allons avoir un bébé. Je voulais te le dire en face. Je voulais voir ton sourire. Mais ton père m'a trouvé la première. » Les mains d'Antoine tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir le papier. Il continua à lire, et chaque mot était un couteau droit au cœur. Élodie continua à parler. Sa voix plus douce maintenant, brisée par la douleur. « Ma sœur a fui parce qu'elle était terrifiée. Non pas pour elle, mais pour toi. Ton père lui a dit que si elle te contactait un jour, il s'assurerait que tu perdes tout. Ton héritage, ton avenir, ta liberté. Il a dit qu'il avait le pouvoir de le faire et ma sœur l'a cru. Où? » Antoine pouvait à peine former des mots. Où est-elle maintenant? Où est Sophie? Élodie ferma les yeux. C'était la partie qu'elle avait redoutée, la partie qui l'avait tenue éveillée pendant des nuits interminables. Ma sœur est morte il y a 3 ans. Des complications de l'accouchement. Le bébé. Sa voix se brisa complètement. Le bébé a survécu. Le cri qui s'échappa d'Antoine n'était pas humain. C'était une douleur pure, distillée en sons. Il tomba à genoux au milieu de l'allée de la cathédrale, les lettres se dispersant autour de lui comme des pétales flétris. Margot regardait la scène avec horreur et quelque chose de plus. Une compréhension. La compréhension qu'elle n'avait jamais vraiment eu le cœur de cet homme, qu'il y avait toujours eu un espace en lui qu'elle ne pourrait jamais remplir. Monsieur Philippe avança, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « C'est absurde. Cette femme veut clairement de l'argent. C'est une tromperie, Antoine. Tu ne peux pas croire. Tais-toi. » Antoine rugit, se levant avec une vitesse qui fit reculer son père. « N'ose pas parler. N'ose pas me dire ce que je dois croire alors que tu m'as menti pendant des années.
Il se tourna vers Élodie et elle vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu sur des photographies ou dans les récits de sa sœur. Elle vit un homme complètement brisé. « Le bébé, mon fils, où est-il » Élodie respira profondément. C'était le moment pour lequel elle était venue, le moment qui changerait tout. « Dehors, dit-elle doucement, avec ma mère. Je n'ai pas voulu le faire entrer avant que tu ne saches la vérité. » Antoine n'attendit pas la permission. Il ne regarda pas en arrière sa fiancée, son père, les 500 invités. Il courut dans l'allée de la cathédrale, ses chaussures coûteuses résonnant contre le marbre, vers les portes, vers la vérité qu'il avait perdue des années auparavant. Élodie le suivit, et derrière eux, comme une marée humaine, les invités commencèrent à se lever, à suivre, à assister à ce qui allait se passer. Sur les marches de la cathédrale, sous le soleil éclatant, une femme âgée tenait la main d'un enfant. L'enfant avait les yeux d'Antoine, le sourire de Sophie et une innocence qui était sur le point d'être brisée ou sauvée selon ce qui se passerait dans les prochaines secondes. Antoine s'arrêta net en le voyant. L'air quitta ses poumons, le monde cessa de tourner, et à ce moment-là, regardant le fils qu'il ne savait pas avoir, Antoine Dubois prit la décision la plus importante de sa vie. Le temps s'arrêta sur les marches de la cathédrale Saint-Michel et Gudule. Antoine regardait l'enfant comme s'il voyait un fantôme matérialisé, une impossibilité faite de chair et d'os. Le petit, qui semblait avoir 5 ans, l'observait avec ses yeux bruns qui étaient exactement comme les siens, avec cette même expression curieuse qu'Antoine voyait sur les photographies de sa propre enfance. « Maman Élodie », l'enfant tira la main de la femme âgée. « C'est le monsieur dont tu m'as parlé. » Élodie s'agenouilla à côté de l'enfant, ses mains tremblantes tandis qu'elle arrangeait ses cheveux. « Oui, mon chéri, c'est ton papa. » Le mot frappa Antoine comme un marteau. Papa, père, il était père. Il avait été père pendant des années sans le savoir, pendant que cet enfant grandissait sans lui, pendant que Sophie mourait seule, pendant qu'il continuait sa vie parfaite et vide, il fit un pas en avant, puis un autre. Ses jambes bougeaient par instinct car son cerveau avait cessé de fonctionner rationnellement. Il s'agenouilla devant l'enfant, se mettant à sa hauteur et de près, il put voir chaque détail qui confirmait ce que son cœur savait déjà avec une certitude absolue. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il d'une voix brisée. « Rémi » répondit l'enfant avec la confiance innocente de celui qui ne connaît pas encore le poids des tragédies familiales. « Rémi Antoine Mertens. Maman m'a donné ton nom, même si je ne t'ai jamais connu. Elle disait que tu étais bon, que tu m'aurais aimé si tu avais su pour moi. » Antoine sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Ce n'était pas son cœur. Ça, il était déjà brisé. C'était quelque chose de plus profond, de plus fondamental. C'était l'image qu'il avait de sa vie, de sa famille, de tout ce qu'il croyait connaître. « Ta maman avait raison », murmura-t-il. Les larmes coulaient librement sur son visage, sans se soucier des centaines de personnes qui observaient. « Je t'aurais aimé plus que tout au monde. » Rémi inclina la tête, l'étudiant avec cette sagesse particulière que les enfants ont parfois. « Pourquoi pleures-tu » Tante Élodie dit que les hommes ne pleurent pas. Les hommes pleurent quand ils trouvent quelque chose qu'ils croyaient perdu à jamais. Antoine tendit une main tremblante, effleurant à peine les cheveux de l'enfant, comme s'il craignait qu'ils ne disparaissent s'il le touchait trop fort. Ils pleurent quand ils réalisent combien de temps ils ont gâché. Derrière eux, le chaos s'était déchaîné. Margot était sortie de la cathédrale, sa robe traînant sur les marches, son visage un masque de douleur et de fureur. Les invités s'entassaient aux portes, certains filmant avec leur téléphone, d'autres regardant simplement bouche bée le drame qui se déroulait. Mais ce fut Monsieur Philippe qui parla finalement, sa voix coupant l'air comme un fouet. « Antoine, ne sois pas ridicule. Cette femme n'a pas de preuves. L'enfant pourrait être de n'importe qui. Un test de paternité. Tais-toi. » Antoine se leva si vite que Rémi recula effrayé. Son père recula en voyant quelque chose dans les yeux de son fils qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas seulement de la rage. C'était une détermination absolue. « Je n'ai pas besoin d'un test de paternité pour savoir que c'est mon fils. Je le vois dans ses yeux, je le sens dans mon âme. Et si tu avais eu une once de décence, si tu avais été un homme au lieu d'un monstre, j'aurais été là quand il est né. J'aurais été là quand Sophie avait besoin de moi. Je protégeais ton avenir, » répliqua M. Philippe. Mais il y avait quelque chose de désespéré dans sa voix maintenant. Cette jeune fille était une femme de ménage. Elle n'avait pas d'éducation, pas de famille de valeur. Elle aurait détruit tous ceux pour quoi nous avons travaillé. Non, la voix d'Élodie coupa l'air, froide comme la glace. Ma sœur n'était pas seulement une femme de ménage, c'était une étudiante universitaire qui travaillait pour payer ses études. Elle était bénévole dans des refuges. C'était quelqu'un qui voyait le bien chez les gens,
même dans des familles comme la vôtre, et la seule chose qu'elle a détruite, c'est l'homme qui l'a envoyé l'intimider. Monsieur Philippe pâlit. Je ne sais pas de quoi tu parles. Non? Élodie sortit un autre document de son sac. Alors, peut-être que cela vous rafraîchira la mémoire. C'est une déclaration sous serment de Marc Dupont, votre assistant personnel à l'époque. Il est prêt à témoigner que vous l'avez envoyé menacer ma sœur, que vous l'avez payé pour vous assurer qu'elle ne contacterait jamais Antoine, que vous lui avez dit exactement quoi dire pour la terrifier suffisamment pour qu'elle fuit. Le silence qui suivit fut assourdissant. Chaque personne sur ces marches regardait Monsieur Philippe attendant une dénégation, une explication. Mais l'homme qui avait bâti un empire avec ruse et manque de scrupules, n'avait pas défense contre la vérité quand elle était documentée noir sur blanc. Ce fut Margot qui parla alors. Sa voix étonnamment calme, pour quelqu'un dont le mariage venait d'exploser en morceaux. « Tu savais tout ce temps? Tu savais qu'il avait un fils et tu n'as jamais rien dit ?» Monsieur Philippe se tourna vers elle, essayant de reprendre le contrôle. « Margot, ma chérie, tu ne comprends pas toute la situation. Je comprends parfaitement. » Elle l'interrompit, et il y avait de l'acier dans sa voix. « Maintenant, je comprends que tu m'as utilisé pour consolider une affaire. Je comprends que ton fils ne m'a jamais vraiment aimé parce que son cœur était toujours avec quelqu'un d'autre. Et je comprends que tu viens de me sauver de commettre la plus grande erreur de ma vie. » Elle se tourna vers Antoine, et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, elle parla avec une honnêteté brutale. « Tu ne m'as jamais aimé, n'est-ce pas? Pas de la façon dont tu as aimé Sophie. » Antoine la regarda et eut la décence de ne pas mentir. « Je suis désolé, j'ai essayé. Je pensais qu'avec le temps, tu n'as pas à t'excuser de ne pas m'aimer, » dit Margot avec une dignité qui surprit tout le monde, y compris elle-même. « Mais tu dois t'excuser auprès de ton fils pour toutes les années qu'ils ont perdues et auprès de moi-même, je me dois une excuse pour m'être contentée de quelqu'un qui a toujours été amoureux d'un fantôme. » Elle retira son voile, le laissa tomber aux pieds d'Antoine comme un drapeau de reddition et s'éloigna la tête haute. Sa mère courut après elle, ainsi que ses demoiselles d'honneur, laissant derrière elle le chaos qui avait été leur journée parfaite. Élodie observa tout avec une expression indéchiffrable. Elle était venue préparée pour une bataille, mais pas pour cela, pas pour voir un homme complètement détruit et reconstruit en quelques minutes. « Monsieur Dubois », dit-elle doucement en utilisant le titre formel qu'elle avait toujours utilisé avec la famille qui employait sa sœur. « Je ne suis pas venu ici pour ruiner votre mariage. Je suis venu parce que Rémi mérite de connaître son père et parce que ma sœur m'a fait promettre avant de mourir que, le moment venu, je te dirai la vérité. »« Pourquoi maintenant ?» demanda Antoine d'une voix rauque. « Pourquoi as-tu attendu si longtemps ?» Élodie regarda la femme âgée qui tenait la main de Rémi, sa mère, Madame Ingrid Mertens. La vieille femme hocha la tête, lui donnant la permission de continuer, « Parce que j'avais besoin que Rémi soit assez grand pour comprendre, » expliqua Élodie, « et parce que j'avais besoin d'être sûre de quel genre d'homme tu étais. Si tu étais comme ton père, prêt à tout sacrifier pour le pouvoir et l'argent, alors Rémi était mieux sans toi. Mais si tu étais l'homme dont ma sœur est tombée amoureuse, celui qu'elle décrivait dans ses lettres comme quelqu'un de bon, piégé dans une famille sombre, alors tu méritais de savoir la vérité. Et qu'as-tu décidé? » Antoine craignait presque la réponse. « J'ai décidé que ma sœur ne s'était pas trompée en t'aimant, » dit Élodie simplement. « J'ai vu comment tu traitais les personnes qui travaillaient dans tes bureaux. J'ai vu comment tu as défendu un employé quand ton père voulait le licencier injustement. J'ai vu qu'il y avait de la bonté en toi, enfouie sous des années de conditionnement et d'attente. Et j'ai décidé que Rémi méritait l'opportunité de connaître son père. Mais le mariage, Antoine regarda vers la cathédrale, où les invités s'entassaient encore, où sa vie parfaitement planifiée gisait en ruine. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps, admit Élodie, parce que Rémi est malade. Le monde s'arrêta à nouveau. Antoine sentit comme si quelqu'un avait arraché le sol sous ses pieds. Quoi? Élodie déglutit, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. Il a une condition cardiaque, la même qui a tué ma sœur. Il a besoin d'une chirurgie, et bientôt. Les médecins disent qu'il a des mois, peut-être moins, s'il ne reçoit pas de traitement. Non, le mot sortit d'Antoine comme un gémissement animal. Il se tourna vers Rémi, qui le regardait avec ses grands yeux innocents, sans comprendre complètement la gravité de ce qui était discuté. Non, 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 je viens de le trouver, je ne peux pas le perdre. Je ne peux pas perdre mon fils, tu n'as pas à le perdre, dit Élodie rapidement. Mais la chirurgie est compliquée et coûteuse. Nous avons essayé de collecter des fonds, nous avons tout vendu ce que nous avions, mais ce n'est pas suffisant. Les médecins de l'hôpital public disent que la liste d'attente est trop longue. Au moment où son tour arrivera, elle n'eut pas besoin de terminer la phrase. Tout le monde comprit. Monsieur Philippe, qui avait observé en silence, parla finalement. «
c'est une extorsion. Ils apparaissent au moment le plus opportun avec un enfant malade, demandant de l'argent. Ça suffit. Antoine se tourna vers son père avec une fureur qui fit reculer plusieurs invités. Tu as suffisamment empoisonné ma vie. Tu as éloigné la femme que j'aimais. Tu m'as privé de connaître mon fils. Et maintenant, tu oses suggérer que c'est une escroquerie alors que mon fils est en train de mourir. Ton soi-disant fils, Monsieur Philippe insista obstinément. Mon fils, déclara Antoine avec une certitude absolue. Et je n'ai pas besoin de ton argent pour le sauver. J'ai ma propre fortune, celle que j'ai héritée de mon grand-père, celle que tu ne peux pas toucher. Il se tourna vers Élodie et Madame Ingrid. Dites-moi, quel hôpital, quel médecin, ce qu'il faut, quoi que ce soit, peu importe le coût. Élodie sortit un dossier de son sac. Le meilleur spécialiste est à l'hôpital universitaire Saint-Luc, le docteur Olivier Lefebvre. Mais ces chirurgies coûtent. Je me fiche de ce que ça coûte, Antoine l'interrompit. Mon fils aura les meilleurs soins médicaux disponibles. Et pas seulement cela, il regarda Rémi, qui avait tout observé avec de grands yeux. À partir de ce moment, tu es ma priorité. Tout le reste peut attendre. Il s'agenouilla à nouveau devant l'enfant. Rémi, je sais que c'est confus et effrayant. Je sais que tu viens de me connaître et tu n'as aucune raison de me faire confiance. Mais je te promets quelque chose. Je te promets que je ne disparaîtrai pas. Je te promets que je me battrai pour toi à chaque souffle que j'ai. Et je te promets que nous allons surmonter cela ensemble. Rémi regarda Élodie, cherchant un guide. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. L'enfant se tourna vers Antoine et avec la simplicité dévastatrice de l'enfance, demanda « Cela signifie-t-il que tu vas rester avec moi comme un vrai papa ?» « Oui, » Antoine murmura, prenant les petites mains de l'enfant dans les siennes, comme un vrai papa. Rémi sourit. Un sourire qui illumina son visage et brisa complètement le cœur d'Antoine. « D'accord. Alors, tante Élodie dit que tu es bon pour réparer les choses. Peut être que tu pourras aussi réparer mon cœur. » Antoine le serra alors dans ses bras, le pressant contre sa poitrine tandis qu'il sanglotait sans contrôle. Toutes les années perdues, toute la douleur, toute la culpabilité se déversèrent dans cette étreinte. Et Rémi, avec l'acceptation inconditionnelle que seuls les enfants peuvent offrir, lui rendit son étreinte. Derrière eux, les invités du mariage commencèrent à se disperser, murmurant entre eux sur le scandale, sur la chute de la famille Dubois, sur la façon dont cela ferait la une de la société pendant des mois. Mais l'un des invités ne bougea pas. C'était un homme âgé aux cheveux blancs et à l'expression sérieuse qui avait tout observé depuis une position discrète. Il s'approcha lentement, et quand il parla, sa voix avait le poids de l'autorité et de l'expérience. « Monsieur Dubois, dit-il, et Antoine leva les yeux, tenant toujours Rémi, « Je suis le docteur Olivier Lefebvre, le spécialiste que mademoiselle Mertens a mentionné. » Élodie haleta. « Docteur Lefebvre, que faites-vous ici ? J'ai été invité au mariage, » expliqua-t-il avec un sourire aimable. « Je suis un vieil ami de la famille Delacroix, mais j'ai entendu tout ce qui a été dit, et si vous me permettez, j'aimerais examiner le jeune Rémi immédiatement. Pouvez-vous l'aider ?» demanda Antoine avec une espérance désespérée dans sa voix. Le docteur étudia Rémi avec des yeux professionnels. « Je ne ferai pas de promesses sans un examen complet, mais j'ai opéré des cas similaires avec succès. Si nous agissons rapidement, il a de bonnes chances. » Quand Antoine se leva, tenant toujours la main de Rémi. « Quand pouvons-nous commencer ? J'ai de la place dans mon agenda après-demain, » dit le docteur. « Mais il faudrait admettre Rémi aujourd'hui pour faire des tests et la préparation. » Élodie échangea des regards avec Madame Ingrid. Elles avaient rêvé de ce moment, de la possibilité que Rémi reçoive les soins dont il avait besoin. Mais maintenant qu'il était là, cela semblait irréel. « Faisons-le, » dit Antoine sans hésiter. « Quoi qu'il faille, quand il le faut. Mon fils n'attendra pas un jour de plus que nécessaire. » Monsieur Philippe, qui avait observé dans un silence croissant, explosa finalement. « C'est absurde. Tu vas gâcher ta vie pour un enfant que tu n'as même pas vérifié être le tien. » Antoine se tourna vers son père, et le regard qu'il lui donna fut si froid que Monsieur Philippe recula physiquement. « Tu n'es pas mon père, pas dans les aspects qui comptent. Un père protège sa famille. Un père fait des sacrifices pour ses enfants. Toi, tu ne protèges que ton empire et ton ego. » Il regarda les personnes rassemblées, les restes de ce qui aurait dû être son mariage, la vie qu'il avait vécue, en suivant les règles d'un autre. « À partir d'aujourd'hui, je renonce à toute position dans l'entreprise familiale. Je renonce à tout héritage qui vient avec des conditions. Je vais construire ma propre vie avec mon fils. Tu seras un paria, avertit Monsieur Philippe. La société te rejettera. Tes contacts te tourneront le dos. Alors je découvrirai qui sont mes vrais amis, répondit Antoine. Et si je n'en ai pas,
j'en ferai de nouveau, car la seule chose dont j'ai besoin est là, tenant ma main. » Rémi serra la main d'Antoine plus fort, et à ce moment-là, père et fils devinrent une unité inébranlable. Élodie observa tout, des larmes coulant sur ses joues. « Sophie, » murmura-t-elle au ciel, « tu avais raison sur lui. Tu avais raison tout le temps. » Madame Ingrid passa son bras autour d'Élodie. « Ta sœur peut reposer en paix maintenant. Son fils a enfin son père. » Le docteur Lefebvre sourit légèrement. « Bien, si vous avez fini avec les discours familiaux dramatiques, je suggère que nous bougions. J'ai un hôpital qui attend et un enfant à évaluer. » Antoine hocha la tête, soulevant Rémi dans ses bras. L'enfant se blottit contre sa poitrine et Antoine sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Un but, une direction, un amour inconditionnel. Tandis qu'ils marchaient vers la voiture du docteur, laissant derrière eux la cathédrale, le mariage ruiné et la vie qu'Antoine avait connue, personne ne remarqua l'homme au fond de la foule. Un homme qui prenait des photographies avec une expression calculatrice. Car tandis qu'Antoine pensait que le pire était passé, qu'il avait enfin trouvé son chemin, des forces étaient en mouvement qui feraient que sa lutte ne faisait que commencer. Monsieur Philippe n'était pas un homme qui acceptait facilement la défaite, et il avait des ressources qu'Antoine ne connaissait même pas. La bataille pour Rémi ne faisait que commencer. L'hôpital universitaire Saint-Luc s'élevait comme une forteresse de verre et de béton au cœur de la ville. Antoine portait Rémi dans ses bras, refusant de le lâcher même quand Élodie suggéra que l'enfant pouvait marcher. Chaque seconde passée avec son fils dans ses bras était une seconde récupérée de toutes les années perdues. La salle d'attente du département de cardiologie pédiatrique sentait le désinfectant et les espérances brisées. D'autres familles attendaient avec des expressions qu'Antoine reconnaissait maintenant comme les siennes. La peur mêlée de détermination, l'amour confrontant la mortalité. Le docteur Lefebvre avait emmené Rémi pour les examens préliminaires. Élodie et Madame Ingrid s'asseyaient sur des chaises en plastique qui grinçaient à chaque mouvement, leurs mains entrelacées, priant en silence. Antoine ne pouvait pas s'asseoir. Il marchait de long en large comme un animal en cage. Son costume de mariée maintenant froissé et taché, sa cravate pendante autour de son cou. « Tu devrais te reposer, Élodie, » dit-il doucement. « Ça va être une longue nuit. »« Je ne peux pas, » répondit Antoine sans cesser de marcher. « Je ne peux pas fermer les yeux sans voir son visage, sans penser à tous les moments que j'ai perdus. Ses premiers pas, ses premiers mots, son premier jour d'école. Ce n'est pas ta faute, » dit Madame Ingrid d'une voix fatiguée, mais ferme. C'était une femme qui avait vu trop de douleur dans sa vie, qui avait enterré une fille, et qui faisait maintenant face à la perte possible de son petit-fils. « Ma Sophie ne t'a jamais blâmé, même dans ses dernières heures, elle parlait de toi avec amour. Elle a souffert ?» La question sortit d'Antoine comme un murmure brisé. « Quand elle est partie, a-t-elle souffert ?» Élodie ferma les yeux, les larmes s'échappant par les commissures. « Oui, son cœur s'est affaibli pendant la grossesse. Les médecins lui ont dit que c'était risqué de continuer, qu'elle devait envisager d'autres options, mais elle a refusé. Elle a dit que Rémi faisait partie de toi et qu'elle l'aimerait suffisamment pour nous deux. » Antoine s'effondra sur une chaise, le visage dans les mains. « J'aurais dû être là, j'aurais dû la protéger. » « Tu ne pouvais pas savoir ?» Madame Ingrid se déplaça pour s'asseoir à côté de lui, sa main ridée se posant sur son épaule. « Mais maintenant tu sais, et maintenant tu peux protéger Rémi, tu peux lui donner la vie que ma Sophie voulait pour lui. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, les portes de la zone d'examen s'ouvrirent. Mais ce n'était pas le docteur Lefebvre qui sortait. C'était une jeune femme en uniforme d'infirmière, l'expression sérieuse et une tablette à la main, famille de Rémi Mertens. Tous se levèrent d'un coup. « Oui, » répondit Antoine. « Je suis son père. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il va bien? Le docteur Lefebvre a demandé que je vous informe. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Le ton de sa voix ne promettait pas de bonnes nouvelles. Ils marchèrent dans des couloirs qui semblaient interminables, chaque pas résonnant comme une sentence. Ils furent conduits dans un petit bureau où le docteur Lefebvre attendait, Rémi assis sur la table d'examen, balançant ses jambes et mangeant une sucette aux couleurs vives. « Papa !» Rémi cria en le voyant, et le cœur d'Antoine se serra en entendant ce mot. « Le docteur m'a donné des bonbons. Il dit que je suis très courageux. Tu es le plus courageux. » Antoine s'approcha s'agenouillant devant lui. « Tu t'es bien comporté? »« Oui, je n'ai pas pleuré une seule fois, même si les aiguilles ont fait un peu mal. » Le docteur Lefebvre attendit que tout le monde soit présent avant de parler. Son expression était celle d'un homme qui avait donné de mauvaises nouvelles trop souvent dans sa carrière, mais qui ne s'y habituait jamais. « Les résultats sont plus compliqués que ce que j'espérais, » commença-t-il sans détour.
Rémi a une cardiopathie congénitale sévère. La valve mitrale est significativement endommagée et il y a des preuves d'un élargissement du ventricule gauche. Élodie porta sa main à sa bouche, retenant un sanglot. Madame Ingrid ferma les yeux et ses lèvres bougèrent en prière silencieuse. « Qu'est-ce que ça signifie » demanda Antoine, bien qu'une partie de lui ne veuille pas connaître la réponse. « Cela signifie que la chirurgie est plus risquée que la normale. Ce n'est pas impossible, mais les complications sont significatives. Il y a 30% de chances que son cœur ne supporte pas la procédure. » Le silence qui tomba sur le bureau était si dense qu'on pouvait le toucher. Rémi, sans comprendre complètement, mais sentant la tension, cessa de se balancer et regarda les adultes avec de grands yeux. « Que se passe-t-il si nous ne faisons pas la chirurgie » demanda Antoine d'une voix creuse. Le docteur n'adoucit pas la vérité. « Sans intervention, je lui donne 3 mois. Peu, être 6 il a de la chance. Son cœur s'affaiblit rapidement. Alors il n'y a pas de choix. » Antoine dit immédiatement. « Nous faisons la chirurgie. » Antoine, Élodie parla tremblante. « 30% c'est mieux que 0%. » Il l'interrompit se tournant vers elle. « C'est une opportunité, et je vais saisir toutes les opportunités qui donnent à mon fils une chance de vivre. » Le docteur Lefebvre hocha la tête en signe d'approbation. « Je pensais que tu dirais ça. J'ai programmé la chirurgie pour après-demain à l'aube. J'ai besoin de ce temps pour préparer l'équipe et m'assurer que nous avons tout prêt. Puis-je rester avec lui ?» demanda Antoine. « Cette nuit, demain, jusqu'à la chirurgie. Je ne veux pas le laisser seul. »« Il y a des fauteuils inclinables dans les chambres, » répondit le docteur. « Ils ne sont pas confortables, mais je me fiche du confort. Je veux juste être avec mon fils. » Rémi tendit les bras vers Antoine, qui le souleva immédiatement, le serrant contre sa poitrine, comme s'il pouvait le protéger de tout en le serrant suffisamment fort. On leur attribua une chambre au service de cardiologie pédiatrique. Elle était petite, mais propre, avec un lit réglable pour Rémi, des moniteurs cardiaques clignotant de lumière verte et une fenêtre donnant sur la ville illuminée. Élodie et Madame Ingrid s'installèrent dans les chaises de visite, refusant de partir malgré l'insistance des infirmières sur les heures de visite. Tandis que Rémi était préparé pour la nuit, changé en un pyjama d'hôpital trop grand pour lui, Antoine ne pouvait s'empêcher d'observer chaque détail, les taches de rousseur sur son nez, la façon dont ses cheveux bouclaient à la nuque, le petit grain de beauté sur son poignet gauche. Il mémorisait son fils comme s'il étudiait pour l'examen le plus important de sa vie. « Papa » dit Rémi alors qu'il était couché dans son lit. « Tu vas me raconter une histoire ?» Antoine sentit sa gorge se serrer. « Je ne suis pas très bon pour raconter des histoires. Ce n'est pas grave. Maman disait toujours que les meilleures histoires sont celles qui viennent du cœur. Ta maman était très sage. » Antoine s'assit au bord du lit, prenant la petite main de Rémi entre les siennes. « Elle te parlait beaucoup d'elle ?»« Tout le temps, » répondit Rémi avec cette honnêteté simple des enfants. « Elle disait que tu étais la personne la plus jolie du monde, que tu avais un rire qui sonnait comme de la musique, que tu m'aimais tellement que ton cœur ne pouvait pas tout contenir. » Antoine dut détourner le regard, clignant des yeux contre les larmes. « Elle avait raison pour tout cela. Ta maman était spéciale. Tu lui manques. Chaque jour, même quand je ne savais pas où elle était, il y avait un morceau de moi qui ressentait son absence. » Rémi y réfléchit un instant. « Tante Élodie dit que les personnes que nous aimons ne partent jamais vraiment. Elle dit qu'elles vivent dans nos cœurs. Tu crois que c'est vrai ? Je crois que ta tante Élodie est très intelligente, » répondit Antoine. « Et je crois que ta maman vit en toi, dans ton sourire, dans ta bonté, dans tout ce que tu as de bon. Et est-ce que je vivrai aussi dans ton cœur ?» La question était innocente, mais frappa Antoine comme un coup de poing. « Tu y vis déjà, » murmura-t-il. « Dès l'instant où j'ai su que tu existais, tu t'es installé dans mon cœur, et il n'y a rien dans l'univers qui puisse t'en faire sortir. » Rémi sourit satisfait de cette réponse. « D'accord, alors, raconte-moi une histoire sur maman, sur quand vous étiez jeunes et amoureux. » Antoine respira profondément et commença. Il lui raconta le jour où il avait rencontré Sophie, comment elle travaillait à la cafétéria de l'université où il étudiait, comment elle avait renversé du café sur sa chemise et s'était excusée si profusément qu'il n'avait pu s'empêcher de rire. Comment ils avaient commencé à parler, et les heures passaient comme des minutes. Comment elle voyait le monde avec une espérance et une bonté qu'il n'avait jamais connues dans sa vie privilégiée. Il lui raconta leur premier baiser sous la pluie, comment elle lui donnait envie d'être une meilleure personne, tous les projets qu'ils avaient faits pour un avenir qui n'est jamais venu. Quand il eut fini, Rémi avait les larmes aux yeux. « J'aurais aimé la connaître mieux, je n'ai que de petits souvenirs. » « Alors nous ferons de nouveaux souvenirs, Antoine promit. Toi et moi. Après la chirurgie, quand tu seras fort,
Nous irons dans tous les endroits qu'elle aimait. Nous ferons toutes les choses qu'elle voulait faire. Nous vivrons la vie qu'elle a rêvée pour toi. Tu me le promets? Je te le promets. Rémi bâilla, l'épuisement de la journée le rattrapant enfin. Je suis fatigué, papa. Alors, dors, champion. Je serai là quand tu te réveilleras. Tu ne vas jamais partir? Je ne vais pas te laisser seul. Pas encore. Rémi ferma les yeux, confiant entièrement en cette promesse. En quelques minutes, sa respiration s'était calmée, sa petite poitrine montant et descendant à un rythme constant. Les moniteurs cardiaques émettaient de doux bips, rappelant à tous dans la pièce la fragilité de cette petite vie. Élodie s'approcha, regardant son neveu dormir avec une expression indéchiffrable. « Tu es différent de ce à quoi je m'attendais », admit-elle à voix basse. « Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'attendais à devoir te convaincre. J'attendais des excuses, des doutes, des demandes de tests de paternité. J'attendais de me battre. Tu n'as pas besoin de te battre pour quelque chose que je sais déjà être vrai, Antoine répondit, sans quitter Rémi des yeux. C'est mon fils. Je l'ai su dès l'instant où je l'ai vu, et je me battrai pour lui jusqu'à mon dernier souffle. Ma sœur a bien choisi, dit Élodie doucement. Elle a choisi de t'aimer toi par-dessus toutes les options qu'elle avait. Je pensais qu'elle était stupide, qu'elle avait trop sacrifié pour quelqu'un qui venait d'un monde différent. Mais maintenant je vois qu'elle a vu quelque chose en toi que le reste du monde ne voyait pas. Elle a vu la version de moi que je voulais être, admit Antoine. La version que je pourrais être si je n'étais pas sous l'ombre de mon père. Et maintenant, demanda Élodie, tu as renoncé à tout aujourd'hui. Ton héritage, ton entreprise, ta vie, le regrettes-tu? Antoine regarda Rémi, son fils dormant paisiblement malgré tout. Regretter d'échanger de l'argent et du pouvoir contre cela? Jamais. Je regrette seulement de ne pas l'avoir fait avant. Madame Ingrid, qui avait observé en silence, parla finalement. Sophie m'a fait promettre quelque chose avant de mourir. Elle m'a fait promettre que si jamais tu trouvais Rémi, je te donnerais ceci. Elle sortit une petite enveloppe de son sac. Elle était différente des lettres qu'Élodie avait apportées. Celle-ci était personnelle, intime, scellée de cire rouge en forme de cœur. Elle l'a écrite dans ces dernières heures, expliqua Madame Ingrid d'une voix brisée, quand elle savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. C'est pour toi de sa part. Antoine prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Le nom, mon cher Antoine, était écrit de la main familière de Sophie, mais plus faible, plus tremblante que les autres lettres. Puis-je? Il ne put terminer la question. Bien sûr, c'est à toi. Ça l'a toujours été. Antoine se leva prudemment pour ne pas réveiller Rémi et se dirigea vers la fenêtre. La ville brillait en dessous, des milliers de vies se déroulant simultanément, chacune avec ses propres tragédies et triomphes. Il ouvrit l'enveloppe et commença à lire. « Mon cher Antoine, si tu lis ceci, cela signifie que notre fils t'a trouvé ou peut être que tu l'as trouvé. Peu importe comment c'est arrivé. Seulement que c'est arrivé, pardonne-moi de t'avoir laissé dans l'obscurité. Pardonne-moi d'avoir fui. Pardonne-moi de t'avoir privé de voir notre fils grandir. Mais plus que tout, pardonne-moi de ne pas avoir été assez forte pour me battre. Ton père m'a fait peur, non seulement avec ses menaces envers moi, mais avec ce qu'il a promis de te faire si je restais. Il a dit qu'il détruirait ton avenir, qu'il t'enlèverait tout, qu'il te transformerait en paria. Et je l'ai cru parce que j'avais déjà vu de quoi il était capable. Mais plus que la peur, j'ai ressenti de l'amour. Un amour si grand qu'il était prêt à se briser pour te garder en sécurité. J'ai préféré vivre sans toi que de voir ta vie détruite en étant avec moi. Notre fils est magnifique, Antoine. Il a tes yeux, ton sourire, ta bonté naturelle que j'ai toujours essayé de protéger de l'obscurité de ta famille. Il porte ton nom parce que je voulais qu'il sache qu'il vient de quelque chose de pur et de bon. Je ne lui ai pas parlé de toi, non pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que je ne voulais pas qu'il grandisse en se sentant abandonné. Je lui ai dit que tu étais un héros qui avait dû partir loin. Je lui ai dit que tu l'aurais aimé si tu avais pu. Si tu es avec lui maintenant, prouve-moi que j'ai raison. Aime-le comme je sais que tu le peux. Protège-le comme je n'ai pas pu le faire. Donne-lui la vie que nous méritons, mais que nous n'avons jamais pu avoir ensemble. Mon cœur défaille. Les médecins disent que c'est une question de temps, mais je n'ai pas peur de mourir parce que je sais que j'ai laissé quelque chose de beau dans ce monde. Notre création, notre amour fait vie. Prends soin de lui, Antoine, prends soin de toi. Et quand tu le regarderas, souviens-toi que chaque bonne partie de lui vient de toi autant que de moi. Je t'ai aimé, je t'aimerai même quand mon cœur cessera de battre pour toujours, ta Sophie. Antoine finit de lire, le visage inondé de larmes. Il plia soigneusement la lettre et la pressa contre sa poitrine, comme s'il pouvait absorber l'amour qu'elle contenait directement dans son cœur. À ce moment-là, son téléphone vibra.
Il l'ignora la première fois et la seconde. Mais la troisième fois, Élodie parla. « Peu, être devrais-tu répondre ?» À contre-cœur, Antoine sortit son téléphone. Il avait 17 appels manqués, des messages textes remplissant son écran, des courriels s'accumulant et un message vocal d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Il le lança, le mettant en haut-parleur. « Monsieur Dubois, mon nom est Thomas Lambert, reporté pour RTBF, La Une. L'histoire de votre mariage interrompu est devenue virale. Des millions de personnes suivent votre histoire. Certains vous appellent un héros, d'autres disent que vous avez été trompé. Nous avons besoin de votre version. Appelez-moi. » Élodie et Antoine échangèrent des regards alarmés. « Viral ?» murmura Élodie. Antoine ouvrit son navigateur et chercha son nom. Les résultats le frappèrent comme une avalanche. Millionnaire abandonne son mariage pour un fils secret. Scandale à la cathédrale. Femme de ménage interrompt la cérémonie. La vérité derrière la vidéo, la plus partagée du jour. Il y avait des photos, des vidéos enregistrées par des invités. Son visage, celui d'Élodie, Rémi porté dans ses bras. Tout était là, exposé pour que le monde le voie et le juge. « C'est grave, Élodie », murmura-t-il. « C'est très grave. » Mais avant qu'il ne puisse discuter de quoi faire, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Ce n'était pas une infirmière, c'était un homme en costume coûteux et à l'expression de requin qui venait de sentir le sang dans l'eau. « Antoine », dit l'homme avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « nous devons parler de l'avenir de votre fils, car votre père vient de déposer une demande de garde. » Le silence dans la chambre d'hôpital était si dense que le bip des moniteurs cardiaques sonnait comme des alarmes. Antoine regardait l'homme en costume coûteux avec un mélange d'incrédulité et de fureur à peine contenue. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix dangereusement basse, se déplaçant instinctivement pour se placer entre l'étranger et le lit où Rémi dormait. « Maître Jean-Luc Desclercq. » L'homme tendit une carte de visite qu'Antoine ne prit pas. « Je suis l'avocat principal de Dubois Entreprises. Je travaille pour votre père, ou je travaillais pour vous aussi jusqu'à ce matin, quand vous avez publiquement renoncé à tout. Sortez d'ici, ordonna Antoine. Je ne peux pas faire ça, maître Desclercq répondit avec le calme professionnel que seules des années de litige peuvent produire. J'ai des documents que vous devez voir. Des documents qui affectent directement le bien, être de cet enfant. Élodie se leva d'un bond, se plaçant à côté d'Antoine. Vous n'avez pas le droit d'être ici. C'est une chambre privée, j'ai tout à fait le droit. Maître Desclercq sortit un dossier de sa mallette. Monsieur Philippe Dubois a déposé une pétition de garde d'urgence alléguant que l'enfant est en danger sous les soins actuels, citant une négligence médicale prolongée, des conditions de vie inadéquates et un manque de ressources appropriées. Négligence? Élodie cracha presque le mot. Nous avons fait tout notre possible avec ce que nous avions. Nous avons tout vendu pour essayer de payer son traitement. Exactement le point. Maître Desclercq répondit sans émotion. L'enfant est malade depuis des mois sans recevoir de soins médicaux adéquats. Pendant ce temps, son père biologique, un homme aux ressources illimitées, n'a pas été informé de son existence jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Philippe soutient que cette dissimulation délibérée constitue une négligence et un possible enlèvement parental. Antoine sentit comme si le sol disparaissait sous ses pieds. C'est absurde. Élodie ne savait pas où me trouver, et quand elle l'a finalement fait, elle est venue directement. Directement, maître Desclercq inclina la tête. Elle a attendu des années pendant lesquelles l'enfant est tombé progressivement malade. Des années pendant lesquelles elle aurait pu contacter votre famille par de multiples canaux publics. Monsieur Philippe a des documents qui prouvent que la famille Mertens a refusé des offres précédentes d'assistance financière, parce que ces offres venaient avec la condition que nous gardions Rémi loin d'Antoine, cria Élodie, puis elle se couvrit la bouche se souvenant de l'enfant endormi. Cela n'est pas documenté, maître Desclercq répondit froidement. Ce qui est documenté, c'est qu'ils ont refusé de l'aide pendant que l'enfant souffrait. Un juge pourrait interpréter cela comme une négligence intentionnelle. Madame Ingrid, qui était restée silencieuse, parla finalement d'une voix tremblante, mais ferme. « Ma fille est morte en le protégeant de vous. Je ne vais pas laisser que vous lui preniez son fils maintenant. » Avec tout le respect, madame, maître Desclercq se tourna vers elle. « Vous êtes une femme âgée aux ressources limitées. Votre fille est décédée dans des circonstances que monsieur Philippe affirme auraient pu être évitées avec des soins médicaux appropriés. La famille Dubois peut fournir tout ce dont cet enfant a besoin. Les meilleurs soins médicaux, une éducation dans les meilleures écoles, un avenir assuré, ils peuvent fournir de l'argent. Vous ne pouvez pas fournir de l'amour, Antoine l'interrompit retrouvant sa voix.
Vous ne pouvez pas fournir ce qui compte vraiment. L'amour ne paie pas les chirurgies cardiaques, maître Declercq répondit brutalement. Et selon les documents médicaux que nous avons obtenus, la chirurgie dont il a besoin coûte plus que ce que la famille Mertens gagnera dans toute sa vie. Je paierai la chirurgie, déclara Antoine. Je n'ai pas besoin de l'argent de mon père pour prendre soin de mon fils. Avec quel argent exactement? Maître Declercq insista. Vous avez renoncé à votre poste dans l'entreprise. Votre compte bancaire personnel, bien que considérable, est gelé sur ordre de votre père à titre préventif pendant que des questions légales en suspens sont résolues. Votre héritage du grand-père est lié à des fiducies que M. Philippe contrôle en tant qu'exécuteur testamentaire. Antoine sentit la panique grandir. Il ne peut pas faire ça. Cet argent est à moi. Il peut et il l'a fait. Il a le pouvoir légal sur tous les actifs familiaux jusqu'à ce que les litiges soient résolus. Et il y a beaucoup de litiges maintenant, tous déposés cet après-midi. Rupture de contrat avec la famille Delacroix, abandon de responsabilités corporatives, détournement d'informations confidentielles de l'entreprise. C'est inventé. Antoine respirait avec difficulté, essayant de contrôler la rage. Tout est inventé. Peut être, maître Declercq admis, mais il faudra des mois pour le prouver devant un tribunal. Pendant ce temps, vos comptes restent gelés. Vous ne pouvez pas payer la chirurgie, vous ne pouvez pas subvenir aux besoins de l'enfant. Ce qui nous amène au point principal. Monsieur Philippe propose d'assumer la garde temporaire de l'enfant, de payer toutes les dépenses médicales, d'assurer qu'il reçoive les meilleurs soins possibles. En échange de quoi? Demanda Élodie d'une voix glaciale. En échange que la famille Mertens signe des documents renonçant à toute future réclamation sur le patrimoine Dubois et qu'Antoine retourne à l'entreprise familiale selon des termes qui seront renégociés. Du chantage alors, dit Antoine amèrement. Mon fils en échange de mon obéissance? Nous préférons l'appeler un accord mutuellement bénéfique, maître Declercq corrigea. L'enfant reçoit les soins dont il a besoin pour survivre. Monsieur Philippe récupère son héritier. La famille Mertens reçoit une compensation financière généreuse. Tout le monde gagne, sauf que je perds mon fils. Antoine sentit des larmes de frustration lui brûler les yeux. Sauf que mon père gagne le contrôle sur une autre vie innocente. Votre père veut sauver la vie de l'enfant, maître Declercq insista. Les sentiments personnels sont secondaires à la survie. Mensonge. Madame Ingrid cracha le mot. Cet homme n'a pas de cœur, il ne veut que le pouvoir, le contrôle. Et vous, que voulez-vous? Maître Declercq demanda doucement, mais avec du venin sous la surface. Voulez-vous voir l'enfant mourir parce que vous êtes trop fier pour accepter de l'aide? Que dira Rémi quand il sera plus grand? S'il survit, quand il découvrira que vous avez rejeté la seule chance réelle de le sauver? La question frappa comme une balle. Élodie et Madame Ingrid échangèrent des regards remplis de douleur et de peur. Antoine chancela, s'appuyant contre le mur. « Ils ne peuvent pas faire ça », murmura-t-il. « Ils ne peuvent pas utiliser la vie de mon fils comme une arme. »« Nous n'utilisons rien », maître Declercq répondit. « Nous offrons une solution qui sauve une vie. C'est votre fierté qui l'utilise comme une arme. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit à nouveau. Une femme entra, vêtue professionnellement, mais avec une expression chaleureuse qui contrastait avec la froideur de maître Declercq. Elle portait une carte d'identité suspendue à son cou. « Je suis Caroline Deschamps, assistante sociale de l'hôpital », annonça-t-elle, sa voix ferme mais aimable. « On m'a informé d'une situation légale compliquée, impliquant l'un de nos patients pédiatriques. » Maître Declercq se tourna vers elle. « C'est une affaire privée entre familles. Tout ce qui concerne le bien, être d'un mineur dans cet hôpital est mon affaire. » Caroline répondit avec une autorité qui montra clairement qu'elle ne serait pas intimidée, surtout quand il y a des accusations de négligence et des litiges de garde. « Alors, vous êtes au courant de la situation, » dit maître Declercq. « L'enfant a besoin d'une chirurgie urgente. La famille actuelle ne peut pas la payer. La famille Dubois le peut et est prête. C'est des mathématiques simples. Rien concernant le bien, être des enfants n'est des mathématiques simples. » Caroline le corrigea, s'approchant du lit de Rémi et révisant son dossier médical. « J'ai examiné le cas. Le docteur Lefebvre a confirmé que la chirurgie est programmée et que les fonds ont été sécurisés cet après-midi. » Sécurisés? Antoine se redressa. « Par qui? Par un donateur anonyme, » expliqua Caroline. « Quelqu'un a contacté l'hôpital il y a des heures après que l'histoire soit devenue virale et a déposé le montant total pour la chirurgie de l'enfant. Non seulement cela, mais il a établi un fonds pour tout traitement futur dont il pourrait avoir besoin. » Le silence qui suivit fut absolu. Maître Declercq semblait sincèrement surpris pour la première fois. Élodie s'effondra sur sa chaise, sanglotant de soulagement.
Madame Ingrid murmurait des prières de gratitude. « Qui ?» demanda Antoine, sa voix brisée par l'émotion. « Qui ferait ça ? Comme je l'ai dit, anonyme, répondit Caroline, mais ils ont laissé une note. Elle disait simplement « Pour Sophie et pour toutes les mères qui ont lutté seules ». Antoine sentit ses genoux fléchir. Il tomba sur la chaise à côté du lit de Rémi, prenant la petite main de son fils, tandis que des larmes coulaient librement sur son visage. « Il y a des gens bons dans le monde », murmura-t-il. « Il y a encore des gens bons. » Maître Desclercq retrouva rapidement son calme. Cela résout le problème immédiat, mais cela ne change pas le fait que M. Philippe a déposé une demande de garde. Le juge devra toujours évaluer quelle situation est la meilleure pour l'enfant à long terme. « Alors nous affronterons ce juge, » dit Antoine, se redressant, trouvant de la force dans la bonté des étrangers. « Et nous lui dirons la vérité, que mon père est un homme qui menace et manipule, qu'Élodie et Madame Ingrid ont aimé et soigné Rémi avec toutes les ressources qu'elles avaient, que je suis prêt à me battre jusqu'à mon dernier souffle pour mon fils. » De belles paroles, dit Maître Desclercq avec mépris. Mais les juges se soucient des faits, et les faits sont que la famille Dubois a des ressources, de la stabilité, de l'influence. Les faits sont aussi que M. Philippe a menacé une femme enceinte. Élodie intervint, sortant les documents qu'elle avait apportés au mariage. J'ai des déclarations sous serment, j'ai des preuves. J'ai la preuve que c'est un homme dangereux. Des accusations non vérifiées d'événements survenus il y a des années, Maître Desclercq rejeta. Sans témoins vivants, en dehors de votre famille, qui sont évidemment partiaux. Il y a un témoin. Une voix parla depuis la porte. Tout le monde se tourna. Un homme d'âge moyen se tenait sur le seuil avec l'expression de quelqu'un qui a porté un secret trop longtemps et est enfin prêt à se libérer. Marc, Antoine reconnut l'homme après un moment. Marc Dupont, l'ancien assistant personnel de votre père. C'est moi qui ai menacé Sophie Mertens, dit Marc d'une voix claire malgré son tremblement. Sur les ordres directs de M. Philippe Dubois, il m'a payé pour l'effrayer suffisamment pour qu'elle s'enfuit, et quand elle est morte, il m'a payé plus pour que je garde le silence. Mais je ne peux plus me taire, n'est-ce pas, quand il y a un enfant innocent au milieu de tout ça. Maître Desclercq pâlit. Monsieur Dupont, je vous conseille vivement de ne rien dire de plus sans représentation légale. Je n'ai pas besoin de représentation pour dire la vérité, répondit Marc. J'ai vécu avec cette culpabilité pendant des années. J'ai vu la vidéo aujourd'hui. J'ai vu cet enfant et j'ai su que je ne pouvais pas continuer à être complice. Caroline avait sorti son téléphone et enregistrait. Monsieur Dupont, êtes-vous prêt à répéter cela sous serment? Oui. Marc hocha la tête fermement. Je témoignerai. Je dirai tout. Les menaces spécifiques que j'ai faites. L'argent que M. Philippe m'a payé. Tout. Cet homme a détruit une famille. Je ne laisserai pas qu'il détruise cet enfant aussi. Maître Desclercq ferma brusquement sa mallette. Cela n'est pas terminé. M. Philippe a des ressources que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais il n'a pas la vérité de son côté, répondit Antoine. Et j'ai découvert aujourd'hui que la vérité a plus de pouvoir que tout son argent. Maître Desclercq partit. Son départ était plus une retraite qu'une sortie choisie. Marc resta, ses épaules se relâchant finalement après des années de tension. « Pourquoi ?» lui demanda Antoine. « Pourquoi changer de camp maintenant ?»« Parce que j'ai une fille, » répondit Marc simplement. « Elle a le même âge que Sophie quand je l'ai menacée, et aujourd'hui, en la regardant, j'ai imaginé si quelqu'un lui faisait ce que j'ai fait à cette pauvre fille. Je ne pouvais pas vivre avec ça. » Élodie s'approcha de lui, et pendant un instant, tout le monde pensa qu'elle allait le... Au lieu de cela, elle l'embrassa. « Merci », murmura-t-elle. « Merci d'avoir eu le courage dont nous avons besoin. » Marc pleura alors, des années de culpabilité se libérant en sanglots. « Je suis désolé, je suis tellement désolé. » Caroline ferma son enregistreur. Cette déclaration, combinée aux documents existants, devrait être suffisante pour rejeter toute demande de garde de M. Philippe. En fait, il pourrait faire face à des accusations criminelles pour intimidation et menaces. Rémi pourrait-il rester avec nous ? Demanda Élodie d'une voix pleine d'espoir. Cette décision appartient à son père. Caroline regarda Antoine. Vous êtes le père biologique et maintenant reconnu. Quelles sont vos intentions concernant la garde ? Antoine regarda Rémi toujours endormi paisiblement, malgré le chaos autour de lui. Puis il regarda Élodie et Madame Ingrid, les femmes qui avaient élevé son fils avec amour quand il ne le pouvait pas. « Je veux la garde complète, » dit-il finalement. « Mais je veux qu'Élodie et Madame Ingrid fassent partie de sa vie. Elles sont sa famille autant que moi. Nous partagerons la responsabilité, les décisions, tout. Parce que Rémi n'a pas besoin de perdre plus de famille. Il a besoin de nous gagner tous. »
Élodie sanglota de soulagement et de gratitude. Madame Ingrid sourit pour la première fois depuis qu'elles étaient entrées à l'hôpital. C'est une décision sage. Caroline approuva. Je ferai les annotations nécessaires dans le dossier. Le juge aux affaires familiales appréciera un père qui priorise le bien, être émotionnel de l'enfant sur l'ego. À ce moment-là, Rémi bougea dans son lit, ses yeux clignant des paupières. « Papa » appela-t-il d'une voix somnolente. « J'ai fait un mauvais rêve. » Antoine était à ses côtés instantanément. « Je suis là, champion. Je suis juste ici. J'ai rêvé que tu partais. » Rémi admit, ses yeux grands et effrayés. « J'ai rêvé que tu ne revenais pas. Ça n'arrivera jamais. » Antoine promit en embrassant son front. « Je serai là demain et après-demain, et tous les jours après cela. C'est une promesse que tu peux garder dans ton cœur. » Rémi sourit satisfait. « Tu peux rester jusqu'à ce que je me rendorme. Je resterai jusqu'à ce que tu te réveilles, et ensuite, je resterai plus longtemps. » Tandis que Rémi fermait de nouveau les yeux, faisant entièrement confiance à la promesse de son père, les adultes dans la pièce échangèrent des regards. La bataille n'était pas terminée. Monsieur Philippe ne se rendrait pas facilement, mais pour l'instant, ils avaient gagné quelque chose de crucial, l'espoir. Marc fit ses adieux silencieusement, promettant de contacter Caroline le matin pour formaliser son témoignage. Caroline se retira également, laissant la famille en paix. Élodie s'assit à côté d'Antoine. « Et maintenant » demanda-t-elle doucement. « Maintenant » Antoine répondit sans quitter Rémi des yeux. « Nous attendons. Nous attendons la chirurgie. Nous espérons que ça marche, et nous espérons que quand ce sera fini, nous pourrons vraiment commencer à être une famille. » Une famille brisée, Madame Ingrid observa tristement. Sans Sophie. Pas brisée, Antoine corrigea gentiment. Différente, mais pas brisée. Car Sophie vit dans chaque battement du cœur de Rémi, et tant que son cœur battra, elle sera avec nous. En dehors de la chambre, dans les couloirs de l'hôpital, le monde continuait de tourner. Les nouvelles continuaient de rapporter le scandale du mariage. Les réseaux sociaux explosaient d'opinion. Des millions d'étrangers débattaient si Antoine était un héros ou une victime, si Élodie avait fait ce qu'il fallait ou avait attendu trop longtemps. Mais à l'intérieur de cette petite chambre, rien de tout cela n'importait. Seule importait la famille fragmentée qui tentait de se reconstruire, l'enfant malade qui avait besoin d'un miracle et l'amour qui persistait même après la mort. Et quelque part dans la ville, un donateur anonyme souriait, sachant que son acte de gentillesse avait changé une vie. La bataille était loin d'être terminée, mais pour cette nuit, ils avaient survécu. L'aube arriva à l'hôpital universitaire Saint-Luc avec cette lumière grise qui précède le jour complet. Antoine n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit entière à observer la poitrine de Rémi monter et descendre, mémorisant chaque respiration comme s'il pouvait le maintenir en vie par sa seule volonté. Élodie et Madame Ingrid somnolaient sur les chaises inconfortables, leur corps épuisé, finalement vaincus par la fatigue. Mais Antoine ne pouvait pas fermer les yeux. Chaque fois qu'il essayait, il voyait des scénarios de cauchemar. Rémi sur la table d'opération, son petit cœur s'arrêtant, le docteur Lefebvre sortant avec une expression défaite. « Papa ». La voix de Rémi le tira de ses pensées sombres. Il est déjà l'heure. Antoine s'approcha rapidement, forçant un sourire qu'il ne ressentait pas. « Pas encore. Champion, il reste quelques heures. J'ai peur, » Rémi admit avec cette honnêteté dévastatrice des enfants. Tante Élodie dit que je dois être courageux, mais je ne sais pas comment. Antoine sentit son cœur se briser. Tu sais ce qu'est le vrai courage? Ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avoir peur et d'avancer quand même. Alors c'est normal d'avoir peur. Moi aussi j'ai peur. Toi? Rémi semblait sincèrement surpris. Les papas ont peur? Les papas ont peur quand les personnes qu'ils aiment sont en danger. Antoine prit la petite main de son fils, mais ils font aussi confiance. Ils font confiance que tout ira bien parce que ça doit bien se passer. Et si ça ne se passe pas bien? La question était à peine un murmure. Antoine déglutit, luttant contre les larmes. Alors tu sauras que je me suis battu pour toi jusqu'à la fin et que chaque seconde avec toi a été le plus grand cadeau de ma vie. Rémi y réfléchit, ses yeux trop sages pour son âge. Maman disait quelque chose de similaire. Elle disait que l'amour est plus fort que tout. Tu crois que c'est vrai? Je crois que ta maman était la personne la plus sage que j'ai connue, répondit Antoine. Et je crois que son amour va te protéger aujourd'hui. Elle est avec toi toujours. La porte s'ouvrit et le docteur Lefebvre entra, suivi par une équipe d'infirmières. C'était l'heure. Bonjour champion, le docteur salua Rémi avec un sourire professionnel, mais chaleureux. Prêt pour ta grande aventure? Pas vraiment, Rémi admit, mais je vais être courageux comme mon papa dit. C'est ça l'esprit.
Le docteur Lefebvre vérifia les moniteurs avant de se tourner vers Antoine. « Nous devons le préparer pour la chirurgie. Vous pouvez l'accompagner jusqu'aux portes du bloc opératoire, mais ensuite vous devrez attendre. » Antoine hocha la tête, incapable de parler. Élodie et Madame Ingrid se réveillèrent avec le mouvement, se levant immédiatement. Les infirmières commencèrent à préparer Rémi, débranchant les moniteurs, vérifiant ses signes vitaux, lui expliquant la procédure en termes qu'un enfant pouvait comprendre. Rémi écoutait attentivement, hochant la tête, mais ses yeux ne quittèrent jamais le visage d'Antoine. Quand vint le moment de le déplacer sur la civière de transport, Rémi tendit les bras. « Je peux avoir un câlin de tout le monde ?» Il n'y avait pas d'yeux secs dans cette chambre. Antoine le souleva le premier, le serrant si fort qu'il craignit de lui faire mal. « Je t'aime » murmura-t-il à son oreille. « Je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. »« Je t'aime aussi, papa » Rémi répondit. « Merci de m'avoir trouvé. » Élodie fut la suivante, embrassant son front à plusieurs reprises en murmurant des bénédictions et des promesses. Madame Ingrid le bénit de mains tremblantes, traçant le signe de la croix sur sa poitrine. « Prends soin de mon cœur » Rémi lui dit avec un petit sourire. « C'est la seule chose qui me reste de maman. Nous allons le réparer, Madame Ingrid promit. Et quand tu te réveilleras, nous serons tous là. » Les infirmières le placèrent sur la civière. Antoine marcha à ses côtés dans les longs couloirs de l'hôpital, sa main ne lâchant jamais celle de son fils. Élodie et Madame Ingrid suivaient derrière en murmurant des prières. Ils arrivèrent aux doubles portes qui marquaient l'entrée des blocs opératoires. Au-delà de ces portes, Antoine ne pouvait pas suivre. Au-delà de ces portes, le destin de son fils serait décidé par des mains étrangères et une science imparfaite. « Je te vois bientôt, Rémi, dit-il en embrassant la main de Rémi. Et quand tu te réveilleras, nous commencerons à faire tous ces projets dont nous avons parlé, tous les endroits que nous visiterons, toutes les choses que nous ferons. Promesse, Rémi dit en tendant son petit doigt. Antoine entrelaça son petit doigt avec celui de son fils. Promesse. Les portes s'ouvrirent. La civière commença à bouger. Rémi garda ses yeux sur Antoine jusqu'à la dernière seconde possible, souriant malgré la peur visible sur son visage. Et puis les portes se refermèrent. Antoine resta à regarder ces portes, incapable de bouger. Il sentait comme si son cœur avait été arraché de sa poitrine et emporté de l'autre côté de ces portes métalliques. Élodie posa sa main sur son épaule. « Maintenant nous attendons, dit-elle doucement, et nous faisons confiance. » Mais faire confiance était la chose la plus difficile qu'Antoine ait jamais faite de sa vie. La salle d'attente chirurgicale de l'hôpital universitaire Saint-Luc était un purgatoire conçu pour briser la volonté humaine. Des murs blancs sans décoration, des chaises en plastique qui faisaient du bruit à chaque mouvement, une horloge au mur qui semblait se déplacer au ralenti. Chaque seconde se sentait comme une éternité. Antoine avait marché le même chemin sur le sol en linoléum, tant de fois qu'il était sûr d'y avoir laissé une marque permanente. 12 pas jusqu'à la fenêtre, tourner. 12 pas jusqu'à la porte, tourner, répéter. Son esprit ne pouvait rien traiter d'autre que ce mouvement mécanique. Élodie était assise avec un chapelet entre ses mains, les perles se déplaçant constamment, tandis que ses lèvres formaient des prières silencieuses. Madame Ingrid avait les yeux fermés, mais les larmes qui s'échappaient par les coins révélaient qu'elle ne dormait pas, elle souffrait juste en silence. 3 heures s'étaient écoulées depuis que Rémi était entré au bloc opératoire. 3 heures qui semblaient 3 décennies. Il devrait y avoir des nouvelles maintenant, dit Antoine pour la 10e fois, sa voix rauque de ne pas avoir bu d'eau. Ils ont dit que la chirurgie prendrait entre 3 et 4 heures. 3 heures se sont déjà écoulées. Chaque cas est différent, Élodie répondit avec une patience infinie, bien que sa propre anxiété soit visible sur chaque ligne de son visage. Le docteur Lefebvre a dit qu'il nous tiendrait informés. Comme invoqué par son nom, la porte de la salle d'attente s'ouvrit. Mais ce n'était pas le docteur Lefebvre qui entrait. C'était une jeune infirmière avec une expression sérieuse et une tablette à la main. Tous se levèrent d'un coup, le cœur d'Antoine martelant si fort qu'il était sûr que tout le monde pouvait l'entendre. « Famille Mertens Dubois », l'infirmière dit formellement. Oui, Antoine fit un pas en avant, ses jambes le soutenant à peine. « Comment va-t-il? Comment va mon fils? Le docteur Lefebvre m'a demandé de vous informer que la chirurgie prend plus de temps que prévu. Ils ont trouvé des complications supplémentaires avec la valve mitrale. » Le monde d'Antoine s'inclina dangereusement. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il va bien? Cela signifie qu'ils doivent être plus prudents que prévu. Le docteur veut que vous sachiez que Rémi est stable en ce moment, mais que la chirurgie sera prolongée d'au moins 2 heures supplémentaires. Puis-je le voir? La question sortit d'Antoine comme une supplication désespérée.
Juste une seconde. J'ai juste besoin de le voir. » L'infirmière secoua la tête gentiment. « Je suis désolé. Il est sous anesthésie profonde et le bloc opératoire est stérile. Mais le docteur Lefebvre viendra vous parler personnellement lorsqu'il y aura des mises à jour significatives. » Elle partit avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, les laissant dans un silence plus lourd qu'auparavant. Élodie s'effondra sur sa chaise, le chapelet tombant de ses mains tremblantes. « Complication, mon Dieu, complication. » Non, Antoine s'agenouilla devant elle, prenant ses mains entre les siennes. « Nous n'allons pas penser comme ça. Les complications signifient qu'ils sont prudents, signifient qu'ils ne prennent pas de raccourcis. C'est bon. » Bon, Élodie le regarda avec des yeux remplis de larmes. « Ma sœur est morte de complications. Le même cœur faible qu'ils essaient maintenant de réparer chez son fils. Et si ce n'est pas, Antoine l'interrompit fermement. Rémi n'est pas Sophie. Il a des médecins, de la technologie, des ressources. Il a une opportunité qu'elle n'a jamais eue. Il y a 30% de chance. Madame Ingrid parla d'une voix creuse. Le docteur a été honnête à ce sujet. Alors nous nous accrochons à ce 30%, Antoine insista, bien que lui-même sentait la terreur menacée de le consumer. Nous nous accrochons parce que c'est tout ce que nous avons. L'horloge au mur continuait sa marche cruelle. 4 heures, 5. Les minutes s'écoulaient comme des escargots blessés. À un moment donné, une bénévole de l'hôpital apporta du café que personne ne but. Les tasses restèrent sur la table, refroidissant, oubliés, manger, boire, ces besoins fondamentaux semblaient sans importance quand chaque fibre de leur être était concentrée sur les doubles portes qui séparaient leur monde du bloc opératoire. La porte de la salle d'attente s'ouvrit à nouveau. Cette fois, Antoine reconnut immédiatement la visiteuse et ressentit une vague de fureur mêlée de surprise. C'était Margot Delacroix, son ex-fiancée, la femme qui aurait dû être son épouse. Elle était vêtue simplement sans le glamour des jours passés, sans maquillage élaboré, sans bijoux ostentatoires, juste une femme qui semblait aussi épuisée qu'eux. « Margot », Antoine se leva lentement. « Que fais-tu ici ? » « Je suis venu voir comment allait l'enfant, » répondit-elle doucement, se tenant près de la porte comme si elle s'attendait à être expulsée à tout moment. « J'ai vu aux nouvelles que la chirurgie était aujourd'hui. J'avais besoin de savoir. » Élodie la regardait avec une expression indéchiffrable. Madame Ingrid se contenta de fermer les yeux, trop fatiguée pour traiter une autre complication émotionnelle. « Tu n'as pas à être ici, » Antoine dit sans hostilité, juste avec une profonde fatigue. « Ce n'est plus ta responsabilité. »« Je sais. » Margot fit un pas en avant, ses mains se tordant nerveusement. « Mais j'ai beaucoup réfléchi ces jours-ci à nous, à ce que nous avons presque fait, à cet enfant dont je ne connaissais pas l'existence. » Elle s'arrêta respirant profondément avant de continuer. « C'était moi, le donateur anonyme. C'était moi qui ai payé la chirurgie. » Le silence qui tomba sur la salle était si absolu qu'on pouvait entendre les battements de leur propre cœur. « Toi. » Élodie fut la première à retrouver sa voix. « Pourquoi ?» Margot sourit tristement. « Parce que j'ai vu quelque chose dans la cathédrale que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai vu un amour réel. J'ai vu un homme prêt à tout sacrifier pour son fils, et j'ai réalisé que j'étais sur le point d'épouser quelqu'un qui ne m'aimerait jamais de cette manière. » Elle se tourna vers Antoine, ses yeux brillants de larmes non versées. « Je ne suis pas en colère contre toi. Je suis reconnaissante. Tu m'as sauvé d'une vie de jolis mensonges. Et j'ai pensé que peut-être en sauvant la vie de ton fils, je pourrais faire quelque chose de vraiment bien pour la première fois de ma vie privilégiée. » Antoine sentit sa gorge se serrer. « Margot, hier, tu n'as rien à dire. » Elle l'interrompit gentiment. « Prends juste soin de cet enfant. Aime-le comme tu n'as jamais pu m'aimer. Et peut-être qu'un jour, quand tout cela ne sera plus qu'un lointain souvenir, nous pourrons être amis. » Élodie se leva, s'approchant de Margot à pas lents. Pendant un instant, la tension était palpable. Puis, à la surprise de tous, Élodie l'embrassa. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci de donner une chance à mon neveu. » Margot lui rendit l'étreinte, sanglotant doucement. « Dis-lui qu'il a grandi pour être fort. Dis-lui que son histoire a changé des vies, y compris la mienne. » Elles se séparèrent, et Margot s'essuya les larmes avec dignité. « Je devrais partir. Je voulais juste que vous sachiez la vérité et que vous sachiez qu'il y a des gens qui prient pour ce petit guerrier. Reste. » Madame Ingrid parla inopinément. « Si tu vas faire partie de son histoire, tu devrais être ici quand il sortira. » Margot parut surprise, mais hocha la tête reconnaissante. Elle s'assit sur une chaise au fond, gardant une distance respectueuse, mais présente. Les heures continuèrent de s'étirer. 6 heures depuis que Rémi était entré. Le soleil qui avait brillé quand les portes du bloc opératoire s'étaient refermées commençait maintenant à descendre vers l'horizon. Antoine avait cessé de marcher. Il était maintenant assis,
la tête dans les mains, murmurant des mots qui auraient pu être des prières ou simplement des supplications désespérées à l'univers. « S'il te plaît, murmurait-il, s'il te plaît, laisse-moi la voir, laisse-moi juste le connaître, laisse-moi être son père, s'il te plaît. » Finalement, après ce qui semblait une éternité comprimée en une seule journée, les doubles portes s'ouvrirent. Le docteur Lefebvre sortit, toujours avec son uniforme chirurgical, le masque pendant autour de son cou. Son expression était impossible à lire. Un épuisement profond mêlé à quelque chose de plus. Tous se levèrent à l'unisson, formant un demi-cercle autour du docteur. Personne n'osait respirer. « La chirurgie a été un succès », dit-il finalement, et ces 4 mots brisèrent la digue qui avait retenu l'océan d'émotions. Élodie cria de soulagement, tombant à genoux. Madame Ingrid sanglotait ouvertement, ses mains levées vers le ciel. Margot se couvrait la bouche, des larmes coulant librement, mais Antoine ne pouvait bouger, il ne pouvait pas traiter les mots. « Succès », répéta-t-il comme s'il était dans un rêve. « Mon fils est vivant ?» Le docteur Lefebvre confirma avec un sourire fatigué. « Il est vivant et son cœur bat fort. Les complications que nous avons rencontrées étaient significatives, mais nous avons réussi à toutes les réparer. C'est un enfant très chanceux. » Antoine sentit ses jambes flancher. Il serait tombé si le docteur ne l'avait pas soutenu. « Puis-je le voir? Quand puis-je le voir? Il est en salle de réveil maintenant. Il devra être aux soins intensifs pendant les prochaines 24 heures, pendant que nous surveillons son cœur. Mais si tout continue d'être stable, vous pourrez le voir dans environ 1 heure. Est-ce qu'il va aller bien? Demanda Élodie tremblante. Complètement bien. Le docteur Lefebvre choisit ses mots avec soin. Il devra prendre des médicaments pour le reste de sa vie. Il aura besoin de contrôles réguliers. Mais si tout se passe comme prévu, il pourra vivre une vie normale. Il pourra courir, jouer, être un enfant. Il peut vivre. Antoine murmura les mots à peine audibles. Mon fils peut vivre. Votre fils est un battant, le docteur affirma. Pendant la chirurgie, il y a eu un moment critique où son cœur a commencé à défaillir, mais il s'est rétabli. Il s'est battu. C'est comme s'il savait que des gens l'attendaient. Madame Ingrid parla d'une voix brisée, mais pleine de conviction. Sa mère est avec lui. Sophie le protège. Le docteur Lefebvre ne discuta pas. Il avait suffisamment vu dans sa carrière pour savoir qu'il y a des choses que la science ne peut expliquer. Peut être qu'elles ont raison. Quoi qu'il en soit, ça a marché. Il prit congé pour s'occuper d'autres patients, promettant d'envoyer quelqu'un quand Rémi serait prêt pour les visites. Quand il partit, les 4 restèrent dans la salle d'attente, traitant le miracle qu'ils venaient de vivre. La tension des heures se libéra finalement dans une cascade d'émotions. Antoine pleura comme il n'avait jamais pleuré de sa vie. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de soulagement si profond qu'il faisait physiquement mal. Son fils était vivant, son fils allait bien. Élodie et Madame Ingrid s'embrassaient, riant et pleurant simultanément. Un mélange chaotique de joie et de libération. Margot observait depuis son coin, souriant à travers ses propres larmes. Elle était venue s'attendant au pire, prête à consoler. Au lieu de cela, elle assistait à un miracle. Sophie, Antoine murmura vers le plafond, vers le ciel, vers là où son amour perdu pouvait être. Merci de l'avoir protégé. Merci de ne pas l'avoir laissé partir. Le téléphone d'Élodie vibra. Elle l'ignora initialement, mais il continua de vibrer avec insistance. Finalement, elle le vérifia et son expression passa de la joie à quelque chose de plus complexe. « Antoine », dit-elle soigneusement, « tu dois voir ça. » Elle lui montra son téléphone. Sur l'écran, il y avait une vidéo virale avec des millions de vues. C'était la vidéo de quelqu'un filmant depuis l'hôpital, montrant Antoine dans la salle d'attente, visiblement angoissé. Le titre disait « Père millionnaire attend la chirurgie de son fils secret, mise à jour en direct ». Mais ce n'était pas seulement une vidéo. Il y avait des centaines de vidéos. Des milliers de personnes partageant l'histoire, offrant des prières, envoyant des messages de soutien. Le hashtag Force Rémi était une tendance mondiale. Le monde entier attend avec nous, Élodie murmura avec étonnement. Antoine regarda l'écran, voyant des visages d'étrangers du monde entier, tous unis par l'histoire d'un enfant qu'il ne connaissait pas, mais pour qui il priait quand même. « Comment lui disons-nous » demanda-t-il doucement. « Comment lui disons-nous que des millions de personnes se sont inquiétées pour lui? Nous lui disons la vérité ?» Madame Ingrid répondit avec sagesse. « Nous lui disons que l'amour est plus grand que tout, que sa mère a tellement aimé que son amour s'est multiplié en des millions de cœurs. » Une infirmière apparut à la porte. « Famille Mertens Dubois, vous pouvez voir Rémi maintenant. » Seulement quelques minutes et seulement 2 personnes à la fois. Antoine et Élodie échangèrent des regards. « Toi d'abord, dit Élodie.
Tu es son père. Il devrait être le premier qu'il voit quand il se réveille. Viens avec moi, Antoine répondit. Tu es sa tante, sa deuxième mère. Il a besoin de nous voir tous les deux. Ils marchèrent dans des couloirs qui semblaient maintenant illuminés d'espoir plutôt que de peur. L'infirmière les guida vers l'unité de soins intensifs pédiatriques, où de petits lits étaient entourés de machines qui clignotaient et émettaient de doux bips. Et là, dans le troisième lit, se trouvait Rémi. Il semblait si petit, si fragile, avec des tubes et des câbles connectés à son petit corps, mais sa poitrine montait et descendait à un rythme constant. Son cœur, ce cœur qui avait été brisé, battait maintenant fort et vrai. Antoine s'approcha lentement, comme si Rémi était un rêve qui pouvait s'évanouir s'il bougeait trop vite. Il prit la petite main qui n'avait aucune voie intraveineuse, la tenant avec une tendresse qui contredisait sa taille. « Bonjour, champion », murmura-t-il. « Tu as réussi ? Je savais que tu le ferais. » Les yeux de Rémi bougèrent sous les paupières fermées, comme s'il rêvait. Et peu, être le faisait-il. Peu, être rêvait-il de sa mère, de sa nouvelle famille, de l'avenir qu'il avait maintenant la chance de vivre. Élodie se tint de l'autre côté du lit, sa main caressant doucement les cheveux de Rémi. « Ta maman est fière de toi, » lui dit-elle. « Nous sommes tous fiers de toi. » Ils restèrent là dans ce moment suspendu entre le passé douloureux et l'avenir plein d'espoir, reconnaissant pour le miracle de la médecine et le pouvoir de l'amour qui les avait tous menés jusqu'à ce point. En dehors de la chambre, le monde continuait de tourner. Les nouvelles continuaient de rapporter, les réseaux sociaux continuaient d'exploser. Mais à l'intérieur de ces quelques mètres carrés, seule existait une vérité simple et profonde. Une famille brisée commençait à guérir, et un enfant qui n'aurait jamais dû survivre avait décidé de se battre pour la vie que sa mère avait rêvée pour lui. La lumière de l'aube entrait doucement par la fenêtre de la chambre privée, où Rémi avait été transféré après avoir passé 48 heures aux soins intensifs. Antoine ne s'était pas éloigné de la chaise à côté de son lit, surveillant chaque respiration, chaque clignement des moniteurs, qui confirmait que le cœur de son fils battait fort et constant. Rémi ouvrit lentement les yeux, clignant des paupières contre la lumière. Lorsque son regard rencontra celui d'Antoine, il sourit faiblement. « Bonjour, papa ». Sa voix était à peine un murmure, rauque à cause du tube respiratoire qu'on lui avait retiré quelques heures auparavant. « Bonjour, champion », Antoine répondit, des larmes instantanées coulant sur ses joues. « Comment te sens-tu ?»« J'ai mal à la poitrine », Rémi admit. « Mais l'infirmière dit que ça signifie que je guéris. » L'infirmière a raison. Antoine prit sa main avec précaution, conscient de toutes les voies intraveineuses. « Tu guéris. Ton cœur est fort. » Rémi regarda vers le bas, où des bandages couvraient l'incision chirurgicale. « Ils ont réparé mon cœur. Celui que maman m'a donné, ils l'ont réparé. » Antoine confirma, sa voix se brisant. « Et maintenant, tu vas pouvoir faire toutes les choses dont nous rêvions. Tu vas pouvoir courir, jouer, vivre. Maman serait heureuse. Ta maman est plus qu'heureuse. Elle est fière, tellement fière de ton courage. » La porte s'ouvrit et Élodie entra avec Madame Ingrid. En voyant Rémi éveillé, toutes deux coururent vers le lit, leur visage transformé par la joie. « Mon enfant !» Madame Ingrid embrassa son front à plusieurs reprises. « Grâce à Dieu, grâce à tous les saints. » Élodie pleurait ouvertement, incapable de former des mots cohérents, se contentant de tenir l'autre main de Rémi, comme si elle n'allait jamais le lâcher. Le docteur Lefebvre arriva peu après pour sa ronde matinale, vérifia les signes vitaux de Rémi, écouta son cœur avec le stéthoscope et finalement sourit largement. « Incroyable », déclara-t-il. « Tes chiffres sont excellents, Rémi. Mieux que ceux à quoi je m'attendais. Tu es officiellement un miracle médical. Quand puis-je rentrer à la maison ?» Rémi demanda avec l'impatience typique des enfants. « Nous devons encore t'observer quelques jours », expliqua gentiment le docteur. « Mais si tout continue ainsi, peut être dans une semaine. » Une semaine. Antoine ferma les yeux, reconnaissant pour chaque jour, chaque heure, chaque minute qu'il aurait avec son fils. Au cours des jours suivants, la chambre d'hôpital se transforma en quelque chose de magique. Des fleurs et des cartes arrivaient du monde entier. Des personnes qui ne connaissaient son histoire qu'à travers les nouvelles envoyaient des messages de soutien, des dessins, des peluches. Le personnel de l'hôpital dut désigner une pièce entière juste pour stocker tous les cadeaux. Mais la visite la plus significative arriva le 3e jour. Antoine était en train de lire à Rémi quand il entendit une agitation devant la chambre. Des voix élevées, des pas précipités. Il se leva instinctivement, se plaçant entre la porte et le lit de Rémi. La porte s'ouvrit brusquement. 2 policiers entrèrent les premiers, suivis d'une femme avec une carte d'identité de procureur, et derrière eux, menotté,
se trouvait M. Philippe Dubois. L'homme qui avait autrefois été si imposant semblait maintenant diminuer. Son costume coûteux était froissé, ses cheveux parfaitement coiffés, maintenant ébouriffés. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose qu'Antoine n'avait jamais vu auparavant. La peur. « Antoine », M. Philippe parla, sa voix déjà dépourvue de cette arrogance caractéristique. « Mon fils. » « Ne m'appelle pas ainsi, » Antoine répondit froidement. « Tu as perdu ce droit. » La procureure fit un pas en avant. « Monsieur Dubois, je suis la procureure Sophie Moreau. Votre père a été formellement arrêté pour intimidation criminelle, menace et obstruction à la justice. Le témoignage de M. Marc Dupont, combiné aux lettres et aux preuves présentées, a été suffisant pour engager des poursuites. « Pourquoi est-il ici ?» Antoine demanda sans quitter son père des yeux. « Il a demandé à venir », la procureure expliqua. « Il a dit qu'il avait besoin de voir l'enfant. Il avait besoin de vous parler. Nous n'étions pas obligés de le permettre, mais nous avons pensé que vous aviez être besoin de tourner la page. » Monsieur Philippe regarda vers le lit où Rémi observait avec de grands yeux, clairement effrayé par la présence d'étrangers et l'ambiance tendue. « C'est mon petit-fils, Antoine, » murmura-t-il. Et pour la première fois de sa vie, Antoine entendit quelque chose qui ressemblait à une émotion génuine dans la voix de son père. Non, Antoine s'interposa, bloquant complètement la vue. « Il n'est rien à toi. Tu as sacrifié ce droit quand tu as menacé sa mère, quand tu l'as forcé à fuir, quand tu as choisi le pouvoir plutôt que la famille. Je voulais juste protéger notre héritage. » Monsieur Philippe tenta d'expliquer, mais les mots sonnaient creux même pour lui. « Héritage ?» Antoine laissa échapper un rire amer. « Le seul héritage que tu as construit est celui de la douleur. Sophie est morte seule et effrayée par ta faute. Rémi a grandi sans père par ta faute. Et j'ai perdu des années avec mon fils par ta faute. Je suis désolé, Monsieur Philippe dit, et les mots semblaient arrachés du plus profond de son être. Je sais que cela ne signifie rien maintenant, mais je suis désolé. Je suis désolé pour tout. Élodie, qui avait observé en silence, parla finalement. Vous savez ce qui est le plus triste? Ma sœur vous aurait pardonné. Elle était aussi bonne. Mais je ne suis pas ma sœur. Je n'attends pas de pardon, Monsieur Philippe admit. Je voulais juste le voir. Je voulais voir le petit-fils que j'ai presque détruit avant qu'on ne m'emmène. Combien de temps? Antoine demanda à la procureure. Avec toutes les accusations, probablement entre 5 et 10 ans, répondit-elle. Plus si nous trouvons plus de preuves d'autres actes similaires que nous soupçonnons exister. Antoine regarda son père, cet homme qui avait tant défini sa vie, et ne sentit rien. Ni rage, ni tristesse. Juste un vide là où il y avait eu autrefois de la peur et le besoin d'approbation. Rémi, Antoine se tourna vers son fils. Cet homme est mon père biologique, mais ce n'est pas de la famille. La famille ne fait pas de mal aux personnes qu'elle aime. La famille protège, prend soin, sacrifie. Il se tourna de nouveau vers Monsieur Philippe. Vous pouvez partir maintenant, je ne vous veux pas près de mon fils, et quand vous sortirez de prison, si jamais vous en sortez, ne nous cherchez pas. Nous construirons nos vies sans vous, comme nous aurions dû le faire depuis le début. Monsieur Philippe hocha lentement la tête, vaincu. Tandis que les officiers le guidaient vers la porte, il s'arrêta une fois de plus. Antoine, l'argent, tes comptes sont en train d'être libérés. Mon avocat a des instructions. Tout ce que ton grand-père t'a laissé, tout ce qui est légitimement à toi sera rendu. Et j'ai établi un fonds pour Rémi, pour son éducation, son avenir, tu ne peux pas le refuser. C'est dans un fidéicommis légal. Nous n'avons pas besoin de votre argent, Antoine répondit. Je sais, Monsieur Philippe. Dis doucement, mais mon petit-fils le mérite. Il mérite tout ce que sa mère n'a jamais eu. C'est le moins que je puisse faire. Et puis il partit, escorté par les officiers, disparaissant de leur vie aussi brusquement que Sophie avait disparu des années auparavant. Quand la porte se referma, Rémi parla d'une petite voix. C'était mon grand-père, c'était le père de ton papa. Antoine corrigea gentiment. Mais les grands-parents sont des personnes qui t'aiment et prennent soin de toi, comme Madame Ingrid. Elle est ta vraie grand-mère. Madame Ingrid sanglota en serrant Rémi avec une tendresse infinie. C'est ça, mon amour, et je t'aimerai suffisamment pour 2 grands-mères. Les jours passèrent. Rémi devint plus fort chaque jour, surprenant tout le monde par sa récupération. Finalement, le jour de la sortie de l'hôpital arriva. Le docteur Lefebvre examina Rémi une dernière fois, signa les papiers et sourit. Tu es officiellement libre de rentrer à la maison, mais souviens-toi, pas de sport extrême pendant un certain temps, et je dois te voir en consultation chaque mois. Je peux jouer? Rémi demanda avec espoir. Tu peux jouer, le docteur confirma. Tu peux courir, sauter, être un enfant normal.
Écoute juste ton corps et repose-toi quand il te le demande. » Pendant qu'ils emballaient les affaires de Rémi, Caroline Deschamps, l'assistante sociale, arriva avec les documents finaux. « La garde a été officiellement établie », annonça-t-elle. Antoine Dubois a la garde légale complète avec Élodie Mertens et Carmen Mertens désignées comme tutrices secondaires. « C'est officiel, vous êtes une famille. » Élodie serra Antoine dans ses bras, tous deux pleurant de bonheur. Après tant de douleurs, tant de pertes, ils avaient enfin quelque chose de permanent et de légal que personne ne pouvait leur enlever. Ils sortirent de l'hôpital sous le soleil éclatant de l'après-midi. Une foule de reporters attendait, mais il y avait aussi autre chose. Des centaines de gens ordinaires brandissant des pancartes de soutien, des fleurs, des ballons. « Force, Rémi !» criait-il. « Nous t'aimons !» Rémi regardait avec de grands yeux, submergé par l'amour des étrangers. Antoine le porta, le protégeant des caméras, mais lui permettant de voir la bonté qui existait dans le monde. « Papa !» Rémi murmura à son oreille. « Pourquoi tous ces gens me connaissent ? Parce que ton histoire leur a donné de l'espoir. » Antoine répondit. Elle leur a rappelé que l'amour est plus fort que tout. Des semaines plus tard, Antoine emmena Rémi au cimetière où Sophie était enterrée. C'était la première fois que Rémi visitait la tombe depuis qu'il était assez grand pour comprendre. La pierre tombale était simple. Sophie Mertens, mère, fille, sœur aimée, son amour vit éternellement. Rémi déposa des fleurs fraîches sur la tombe, ses doigts traçant les lettres du nom de sa mère. « Bonjour, maman », dit-il doucement. « C'est moi, Rémi. Ils ont réparé mon cœur. Celui que tu m'as donné fonctionne bien maintenant. » Antoine s'agenouilla à ses côtés, sa main sur l'épaule de son fils. « J'ai rencontré mon papa, » Rémi continua. « Il est aussi bon que tu l'as dit, et j'ai une tante Élodie et une grand-mère Ingrid qui m'aiment beaucoup. Et il y a aussi une dame appelée Margot qui m'a aidé même si elle ne me connaissait pas. » Il fit une pause comme s'il écoutait une réponse que seul lui pouvait entendre. « Le docteur dit que je peux vivre longtemps maintenant, que je peux faire tout ce que tu rêvais pour moi. Alors je vais le faire, maman. Je vais vivre assez pour nous deux. » Antoine ne put retenir ses larmes. Il serra Rémi dans ses bras, et ensemble ils pleurèrent pour la femme qui avait tout sacrifié pour leur donner ce moment. « Sophie », Antoine parla vers la pierre tombale. « J'ai tenu ma promesse. Notre fils est vivant et il aura la vie que tu as rêvée. Et chaque jour, chaque moment avec lui, je t'honorerai en étant le père que tu méritais que je sois. » Quand ils se levèrent pour partir, Rémi se tourna une dernière fois. « Je t'aime, maman. Je t'aimerai toujours. » Le vent souffla doucement, faisant bouger les feuilles des arbres proches, comme si la nature elle-même répondait. Des mois plus tard, Antoine avait utilisé une partie de sa fortune restaurée pour établir la fondation Sophie Mertens, dédiée à aider les mères célibataires et les enfants atteints de problèmes cardiaques qui ne pouvaient pas se permettre un traitement. Élodie dirigeait la fondation, utilisant son expérience et sa passion pour aider d'autres personnes confrontées à ce qu'elle avait affronté. Margot s'était jointe en tant que bienfaitrice principale, trouvant un but en redonnant au monde d'une manière que l'argent seul n'avait jamais pu lui apporter. Marc Dupont, après avoir témoigné contre Monsieur Philippe, avait dédié sa vie au travail communautaire, tentant d'expier ses erreurs passées, aidant les familles confrontées à l'intimidation d'employeurs puissants. Et Rémi grandit. Il grandit fort et en bonne santé, son cœur réparé battant avec force. Il commença l'école, se fit des amis, vécut l'enfance normale qui semblait autrefois impossible. Un après-midi, Antoine observait Rémi jouer dans le parc avec d'autres enfants. Élodie s'assit à côté de lui sur le banc. « Tu sais ce qui est le plus beau dans tout ça ?» dit Élodie doucement. « Quoi ?» Sophie a gagné. Monsieur Philippe a essayé de la détruire. La société l'a jugée. Le monde lui a tourné le dos, mais au final, son amour a été plus fort que tout. Regarde Rémi, regarde cette famille. Elle a construit ça avec son sacrifice. Antoine hocha la tête, incapable de parler à cause de l'émotion. Rémi courut vers eux, essoufflé, mais souriant énormément. « Papa, regarde à quelle vitesse je peux courir. Le docteur avait raison. Mon cœur est fort. » Antoine le souleva en le faisant tourner dans l'air tandis que Rémi riait d'une joie pure. Et à ce moment-là, sous le soleil chaud de l'après-midi, avec son fils dans ses bras et sa famille autour, Antoine comprit enfin ce que Sophie avait su tout le temps. L'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être puissant. Il n'a pas besoin d'être facile pour être vrai. Il a juste besoin d'être réel. Et cet amour construit sur le sacrifice et l'espoir, sur la douleur transformée en but, était la chose la plus réelle qu'Antoine ait jamais connue dans sa vie. Rémi regarda son père avec ses yeux qui étaient moitié Sophie, moitié Antoine, complètement unique. « Je t'aime, papa.
Je t'aime, champion, pour toujours. Et ces mots, simples mais profonds, étaient la promesse qu'il tiendrait chaque jour pour le reste de sa vie, car au final, c'était cela que la famille signifiait.